Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, pour le moins un peu spéciale, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que l'entreprise Quali va déployer ses ailes ce soir. C'est toujours un moment un peu émouvant et j'en suis le représentant. Je vous présenterai évidemment au cours de cette soirée spéciale tous ceux qui participent et qui ont construit cette belle entreprise. On va parler avec des invités, je vais vous les présenter dans quelques secondes, de la prise de parole, de ce que ça dit de nous, des enjeux, du stress que parfois nos prises de parole engendrent. Et je voulais, peut-être parce que j'aime la littérature, commencer une manière peut-être de baptiser cette nouvelle entreprise Quali, commencer par ces vers de Paul Éluard. Pouvoir tout dire, le tout est de tout dire, et je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace. Et je rêve, je dévide au hasard mes images, j'ai mal vécu et mal appris à parler clair. Je trouve que cette petite strophe d'Éluard raconte tellement les difficultés que l'on a parfois à dire les choses, et c'est tout l'intérêt de Quali, évidemment, on en parlera dans quelques instants. On va essayer de creuser à travers mes invités qui sont des personnages publics, je vous les présente dans 10 secondes. Ils sont publics, mais comment font-ils pour préparer leur prise de parole ? Leur gris-gris, leur stress, leurs angoisses avant de monter sur scène, avant de défendre et de parler à des jurés ou de parler à un COMEX quand on dirige une entreprise. Mes invités sont là. Fred Testo, je suis vraiment ravi de vous accueillir sur le plateau. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Bonjour Fred. Moi aussi. Hein. Vous allez bien ? Je crois que c'est partagé. Hein. Oui, c'est partagé. Oui. Exact. Ouais, je suis très content d'être là. Et ça me concerne en plus, puisque moi j'ai l'habitude de parler. Je ne suis pas du tout timide. Par contre, j'ai du mal à m'exprimer clairement. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, on en parlera au cours. Donc j'espère que je vais apprendre, grâce à cette émission, à mieux parler le français déjà. Absolument. Alors Voilà, Fred, couramment. ce qui est intéressant, je suis tout à fait d'accord et on va essayer de grandir ensemble grâce à Quali évidemment. Belle carrière, le théâtre, le cinéma. Un singe en hiver, je sais que c'est un rôle qui était important. Il y a eu l'emprise aussi qui était un rôle important parce que quand on est comique, puisque vous avez démarré avec le SAV, vous êtes fait connaître avec Omar, quand on est un comique et qu'on fait un rôle tragique, on en parlera peut-être ensemble, mais voilà, il faut incarner ce rôle, il faut y réfléchir et je sais que ce rôle a compté pour vous. En tout cas, merci d'être avec nous. Amélie merci. Blanquert, ravie de vous accueillir. Je vous ai vu sourire à ce que disait Fred. Alors, c'est intéressant, Amélie, parce qu'on ne sait pas où vous rangez. Vous êtes présentée comme une femme d'affaires, mais vous avez enseigné, vous avez fait Normal Sup, HEC, de l'enseignement, puis cette rencontre, je crois, avec un recruteur de chez Renault qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à Carlos Ghosn ?» Et vous lui dites « Bah rien ». Et le type ouvre des grands yeux et vous dites « J'ai juste essayé de transcrire son intelligence, et de le rendre… » Voilà, de coller finalement à son esprit. Vous êtes l'auteur d'un livre qui a été très remarqué, Votre parole vaut de l'or, sorti chez Plomb, succès de librairie, 25 petites leçons d'éloquence. Et je sais qu'avec vous, on parlera d'éloquence. Qu'est-ce que l'éloquence et pourquoi vous portez l'éloquence comme cela ? Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Marc Pontaloni, j'évoquais les avocats. Le moment terrible parfois lorsqu'il faut défendre quelqu'un, qu'il faut parler aux jurés et qu'il faut les convaincre que son client n'a pas commis ces faits. Merci Marc d'être avec nous. Avocat au barreau de Paris, vous êtes pénaliste, mais dans des dossiers liés au monde des affaires. L'affaire Altran, l'affaire DSK, parmi les dossiers les plus médiatiques. On vous écoutera, je ne sais pas quels sont vos trucs, vos gris-gris. C'est la gorge qui se noue, voilà, des potions, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être là. Et puis Gérald Carsanti, merci d'être là Gérald. Vous êtes PDG du groupe SAP. Vous aussi, vous vous exprimez à l'oral beaucoup, tant dans votre entreprise que lorsque vous êtes professeur à HEC. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Et puis, comme ça, dans le calme, vous aimez aussi écrire des livres, l'art de bâtir une équipe chez Erol. Merci à vous quatre. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont devant moi. Évidemment, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ils sont assis devant moi. Fred, Oui. Il y a quand même un vrai sujet sur… On vous connaît tous. On parle à la télévision, vous vous exprimez. Comment on prépare un rôle ? Comment on prépare une prise de parole qui est de la comédie ? Comment on s'y prépare ? Est-ce que cette question n'est pas trop complexe ? Est-ce qu'il n'y a pas pour chaque rôle une préparation différente ? Si, je pense vraiment, selon le sujet, justement. Je pense qu'on ne prépare pas de la même manière, en tout cas en ce qui me concerne, quand on va jouer dans une comédie ou dans une fiction dramatique. Après, il y a des choses aussi qui se font énormément sur le plateau, parce qu'il y a apprendre son texte, mais il y a aussi se documenter, faire des recherches, regarder des choses, des personnages qui auraient pu ressembler à celui qu'on va incarner, etc. Et puis après aussi ce qui se passe le jour J, parce que ça, c'est
Je n'ai pas encore trouvé. C'est quoi, c'est une sorte de magie, un truc? Oui, il y a une sorte de magie qui opère après entre l'osmose entre les personnes, les gens, comment ça se passe, ce qui se dégage. Et quand on joue, on ressent aussi des vraies choses. Tout n'est pas que faux. Donc c'est un mix entre tout ça, avec un texte évidemment bien appris. On va revenir sur l'idée aussi de l'écrit à l'oral, parce que c'est vrai pour tous les décideurs, c'est vrai pour les comédiens, mais c'est vrai pour celui qui va faire un grand discours devant des milliers de personnes dans une salle pour parler. Bah, il a d'abord écrit son discours et puis ensuite il a essayé comme on dit, de le mettre en bouche. Comment ça se prépare une plaidoirie, un enjeu? Comment on s'y prépare? Est-ce qu'il y a un moment où on la répète, on la joue Et là, il y a quand même des passerelles assez évidentes avec la comédie, le théâtre, même l'espace d'ailleurs. L'espace judiciaire est parfois très théâtral. Il y a un but, c'est convaincre. Donc convaincre, ça passe d'abord par la connaissance qu'on a du dossier, et ensuite, c'est expliquer. C'est un dialogue, en fait. Plaider, c'est un dialogue. C'est un dialogue où on est seul et où on pose des questions que les autres se posent et auxquelles on apporte une réponse. Et cette réponse, il faut à la fois qu'elle soit claire, qu'elle soit simple et qu'elle emporte l'adhésion. Voilà. Donc c'est un mix de tout cela. Alors après, excusez-moi Marc, est-ce qu'il y a la même magie? Je me permets de faire la transposition de ce moment un peu particulier. Vous avez un président, vous avez des jurés, vous avez des regards, vous avez une énergie. Il y a des jours où cette énergie, elle passe pas. Il y a des jours où vous sentez que les mots sortent pas. Vous sentez que vous n'êtes pas dedans, comme on dit. Je pense qu'un comédien, il doit sentir la salle. Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il y a un moment, j'imagine que c'est la même chose. Et un avocat, on dit qu'il doit avoir le sens de l'audience. Ouais. C'est-à-dire savoir comment les questions ont été posées par un avocat général, un procureur, comment les questions sont posées par un président ou une présidente, comment ils abordent le dossier. Il y a différents. Un dossier, c'est un ensemble de faits qui sont réunis dans un ensemble de procès-verbaux, et il y a une manière de l'aborder. Alors on peut l'aborder dans un ordre chronologique, ou on peut l'aborder par des personnalités, ou on peut l'aborder par des faits qui sont plus ou moins saillants. Et donc, il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut savoir quel but est poursuivi. Gérald Kersanti, je donne la parole ensuite à Amélie Blanquer, parce que c'est intéressant de voir comment vous écriviez et comment tout cela a été transposé par les décideurs et les patrons du CAC 40 que vous avez accompagnés, dont Carlos Ghosn. La prise de parole, il y a les comédiens, il y a les avocats, c'est la partie la plus médiatique, mais les grands patrons prennent beaucoup la parole. Leur journée est souvent consacrée à prendre la parole, à parler, à négocier, à convaincre. Comment vous la vivez, vous, cette prise de parole? Plutôt bien. Bon, Gérald, j'ai envie de dire, ça démarre bien. Non, mais je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des prises de parole, pour être un peu plus précis dans ma question, où vous sentez qu'il y a de l'enjeu, vous sentez le stress qui commence à monter, vous savez que là, il ne faut pas vous manquer, qu'il faut s'y préparer peut-être plus attentivement? En fait, quand on vient de le voir, là, on a deux exemples qui convergent sur certains points, mais qui sont quand même radicalement différents. Dans un cas, on est dans un rôle c'est très difficile de jouer un rôle quel qu'il soit. Puis l'avocat qui est dans un rôle très différent. La conséquence des plaidoiries n'est pas tout à fait la même. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans un cas, les gens peuvent ne pas rire. Dans l'autre cas, ça peut être une condamnation. C'est pas exactement la même chose. Donc je pense que ça dépend de... Moi, je crois que dans la communication, il faut sentir, déjà, il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que selon le public, on varie les messages. La deuxième chose que moi je fais tout le temps, j'essaye, c'est de simplifier. Je pense que le tort qu'on a parfois en communication, que ce soit écrit ou oral, c'est de vouloir trop en dire dans un temps très limité. C'est Paul Éluard. Je manque de mots et je manque de temps. Voilà, en fait, on se dit, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, 15 minutes, 10 minutes, peu importe, et on se dit, il faut que dans ce temps-là, j'essaye d'en loger le maximum. En réalité, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir à qui on s'adresse et quels sont les messages qu'on veut passer et on veut quoi. On veut que les gens retiennent quoi exactement. Donc, ça exige un travail de fond parce qu'en fait, c'est un mélange d'intelligence analytique, parce qu'il faut réfléchir quand même, et d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle dans la communication est absolument clé, puisque c'est celle qui permet de passer des émotions et donc des sentiments. D'impacter. Et d'impacter. Parce que c'est que de l'inspiration au final. On passe notre temps à essayer d'inspirer les autres. Amélie, je fais un pas et je change de pied, mais là on est déjà sur la stratégie de communication. Moi je voulais rester sur les...
vais vous faire une confidence, je suis un timide soigné. C'est-à-dire que... on dirait pas, hein. Vous voyez, donc j'ai été bien soigné, mais il suffisait qu'on m'appelle pour aller au tableau au lycée. J'étais dans tous mes états. C'est-à-dire, cette réalité-là, elle est vécue aussi par des millions de Français. Vous êtes, j'allais dire, je mets des guillemets, des professionnels de la parole, vous la maîtrisez. Mais il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de Français qui, lorsqu'il est question de faire ça, sont dans des angoisses abyssales. C'est compliqué de cheminer vers l'éloquence. Quand on est un grand timide et qu'on vous dit, bah, écoute, il faut que tu deviennes éloquent. Enfin, c'est un chemin très long quand même. Oui, c'est un chemin long. Je rejoins tout ce que vous avez dit et je pense que le secret, évidemment, c'est de se préparer. Même s'il y a plusieurs formes de préparation, qu'elles soient de l'ordre du contenu, ensuite de l'ordre de la transmission, parce qu'il y a le temps de l'analyse et il y a le temps de la transmission. Je pense que tout le monde a le trac. Même vous, je suis sûre qu'il y a des moments où vous avez le trac. Alors si vous ne l'avez pas, je me souviens de Sarah Bernard qui un jour reçoit une jeune élève qui lui dit « Madame, j'ai pas le trac ». Et Sarah Bernard la regarde et lui dit « Ah, ma petite, ça viendra avec le talent ». Et c'est terrible, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour notre audience, c'est que malheureusement, plus on parle, plus on a le trac. C'est un paradoxe, mais parce qu'on mesure l'exigence que ça représente. Donc ça n'est jamais simple. Et je pense que c'est une coquetterie bien française que de dire on fonce et puis on voit, un peu comme le disait soi-disant Napoléon, ou bien lorsque c'est réussi, tu sais, j'ai à peine travaillé, à peine, juste 2 secondes, j'ai fait ça en 3 minutes 30. Il y a un boulot immense Évidemment. et qui parfois prend des années. Et qui parfois, alors il y a des moments de grâce où on a à peine préparé et finalement on était très stressé, mais l'avantage c'est qu'on va faire court, c'est ce que vous avez dit, parce que là on peut plus s'embarrasser de faire long. Comme disait Voltaire à un moment, j'ai pas eu le temps de faire court, je suis vraiment navrée en parlant d'une lettre. Eh bien, effectivement, ça demande du temps, ça demande de la méthode, ça demande de l'humilité aussi, parce que nous sommes tous des apprentis orateurs et parfois, les plus grands sont ceux qui ont le plus la trouille et qui travaillent le plus. Mais ça ne se voit pas, ça fait partie du travail en coulisses, en chambre. Mais Fred, moi je t'ai vu en stand-up. Bonsoir Fred. Bonsoir Fred. Je t'ai vu en stand-up, je t'ai vu au théâtre. Quand on fait la première avec Eddie Mitchell d'un singe en hiver, je veux dire, mentalement, comment on s'y prépare? Parce que d'évidence, il y a du trac. Forcément, tu as le trac. Oui, bien sûr. Forcément, tu es sous tension. Et pourtant, quand tu vas arriver sur scène, tu vas donner le meilleur de toi-même et ça ne se verra pas. Ou à peine. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de répétitions au théâtre aussi. Normalement, quand on a bien travaillé en amont, c'est pas qu'on n'a pas le trac. Enfin, après, je trouve que le trac, au début, une fois qu'on l'a fait, après, les représentations d'après sont beaucoup plus... C'est la première dont je parle. Ouais, la première, il y a un truc, mais même il y a une saut, émulation. Je sais pas, il y a une sorte de moment comme ça suspendu où on est très focus parce qu'on a toutes ces répliques, les interactions avec les autres comédiens, parce qu'on était 6 sur scène. Donc on est même... Peut-être qu'on kiffe pas autant qu'on devrait. C'est après, en ayant joué plusieurs fois... Ça, il y a une fois qu'on a enlevé on va dire cette pression track, là on est à l'aise. Après, on n'est jamais à l'abri de ne pas l'avoir, mais en tout cas, on va être encore plus libre et être vraiment, je trouve, meilleur. On s'améliore de plus en plus. Mais tu travailles, tu répètes, tu t'entraînes. Comment fait un PDG? Il travaille, il s'entraîne? Parce qu'un PDG, on ne lui demande pas forcément de travailler, de s'entraîner, avoir de l'éloquence. On lui demande d'avoir une stratégie, on lui demande de créer de la valeur, on lui demande de pouvoir donner des axes clairs. Mais aujourd'hui, on vous demande aussi, et ça renverra évidemment au travail d'Amélie Blanquer, d'être éloquent, d'être impactant, d'être souriant. Vous êtes décrypté, les réseaux sociaux vous suivent. Enfin, la pression est forte aussi sur vos épaules. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est dans une société de communication, les réseaux sociaux, les médias, l'image, etc. Et en fait, plus le temps passe, et moins on apprend à communiquer. Oui. Dans les écoles, le management, je suis bien placé parce que j'enseigne à HEC, on n'apprend pas, c'est pas le sujet numéro 1. Clairement. À l'époque de l'Antiquité, puisqu'on parlait de l'Antiquité, les Grecs, les Romains... Référence au livre d'Amélie. Voilà, ils apprenaient l'éloquence. Les Romains allaient même en Grèce
pour apprendre l'éloquence. Donc c'était un sujet extrêmement important. Il savait que pour faire carrière, militaire certainement, mais surtout politique, il fallait savoir parler et s'exprimer. Donc aujourd'hui, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on prépare? Oui, bien sûr, il faut préparer, mais j'aime bien ce qui a été dit là, parce que je pense que, moi je vais citer un exemple qui est un peu hors de mon champ de PDG, mais avec Franck Ferrand, on a lancé une émission, un podcast sur Radio Classique, Grand Leader, les leçons d'histoire. En fait, l'idée, c'est la même que pour un spectacle, c'est qu'il faut beaucoup travailler, parce qu'en plus c'est passionnant, donc on a envie de travailler, pour le moment venu, en dialogue, être totalement décontracté. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relâchement, parce qu'on se sent préparé. On se sent, c'est comme un examen, on arrive au bac, on a tellement travaillé qu'on se dit je suis intouchable. Mais voilà. Mais maître, c'est la même chose quand on est devant des jurés sur un procès d'assises, parce qu'il y a le dossier qui est souvent immense, qu'il faut s'ingurgiter, qu'il faut connaître presque par cœur, connaître les subtilités du dossier, les ressorts narratifs presque du dossier. Et puis ensuite, il y a ce moment où vous allez vous lever, vous avez votre robe, il y a quand même ce moment si particulier des premiers mots. Il ne faut pas les rater, ces premiers mots. C'est comme une émission de télévision, c'est comme... Exactement. Là, il faut être concentré. Mais d'abord, ça commence par un silence. Le silence est important quand on prend la parole. Le silence. Le silence impose sa présence. Et ensuite, la connaissance que vous avez du dossier vous amène à essayer d'imposer la perception que vous avez du dossier. Essayez d'imposer la perception. Mais par votre voix, par vos mains, par votre corps, par quoi? D'abord, ça dépend beaucoup du tempérament de chacun. Hein, vous n'êtes pas l'avocat gueulard avec les effets de manche, si j'ai bien compris. Mais oui, non. Non, mais je pensais à Dupond-Moretti. Voilà. Oui, mais non. Alors, comme vous voulez. Puisque vous prenez cet exemple, non, mais puisque vous prenez cet exemple, il est dit que c'est un grand avocat qui physiquement impose sa présence. Absolument. D'abord parce qu'il fait 1m90, que il a une voix. Il est presque menaçant. À l'audience, il tourne, etc. Vrai. Moi, je l'ai vu dans plusieurs affaires, ou trop en particulier, ou Carlton. Je dirais que c'est quelqu'un qui occupe l'espace. Absolument. Dans une affaire qui est une affaire de droit commun, de strict droit commun, ça se passe très bien, en particulier aux assises. Dans une affaire qui est plus technique, je parlerai par exemple de droit financier, de droit fiscal. On ne peut pas faire ça. Ça passe moins. Je dirais, d'aucuns en ont fait l'expérience un peu amère. Il ne faut pas jouer à ça, en tout cas. On en fait l'expérience amère, d'aucuns. Il y a du côté de pas Courbevoie, enfin... Le spectacle, quoi. Oui, mais vous avez en face de vous des magistrats qui connaissent la musique. La musique, donc ça passe pas. Ça passe plus. Alors que quand vous avez un juré populaire, ça passe plus facilement parce que d'abord, c'est ce qu'il attend. Donc, il donne ce que le public attend, ce que les jurés attendent. Juste d'un mot, on va reparler de votre livre et aussi des 25 petites leçons, mais le silence, vous en parlez beaucoup. Je trouve ça très intéressant que sur un débat où on évoque la prise de parole, on a des comédiens, le silence, et je le vis moi quand j'accompagne des clients, je leur dis souvent, vous me payez à vous apprendre à faire des silences. Et souvent, ça fait rire quand on travaille ensemble parce que ils s'attendent à ce que je leur apprenne à enchaîner des phrases et à être éloquent. Et en fait, je leur apprends d'abord, et vous avez raison de souligner ce point, à être silencieux. Qu'est-ce que ça dit, le silence, parmi les mots? J'ai le sentiment qu'il est une clé essentielle à la réussite, au moins du charisme, peut-être même de l'éloquence. Oui, parce que c'est un allié. Vous l'avez très bien dit. D'abord, le silence impose une présence. Ensuite, parfois, on parle trop et on le regrette. Ça vous permet aussi de nouer un dialogue, parce qu'il y a une conversation silencieuse qui se noue dans le fait que je vous laisse aussi de la place pour exister. Et vous l'avez très bien dit, ce qu'il faut éviter absolument, c'est le monologue. Même quand on est seul, il faut dialoguer. C'est tout l'enjeu. Avec soi-même, donc? Non, avec les autres. Parce que ce n'est pas moi-même qui m'intéresse, ce sont les autres. Et donc, c'est ce dialogue qu'on va chercher à créer. Donc, par le regard aussi, je vous parle. Et ces temps de pause sont nécessaires, non seulement pour qu'il y ait cette magie aussi
de faire résonner les mots. Donc les silences, c'est quoi? C'est une caisse de résonance, c'est une façon déjà d'entrer sur scène, et on sait combien le silence chez les comédiens est fondamental. C'est aussi une façon d'articuler, puisqu'il faut que les mots prennent leur place, c'est leur donner du poids, c'est les faire résonner. Comme disait Jean Guiton, le silence qui suit Mozart, c'est encore du Mozart, qui est aussi une phrase qu'on prête à Sacha Guitry. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a beaucoup de vertus. Alors, ça a des vertus pour celui qui écoute, et puis ça a des vertus pour celui qui parle, parce qu'on a l'air plus intelligent. C'est pas forcément pour ça qu'on l'est, mais en tout cas, on a l'air de réfléchir. Ouais, en tout cas, le silence est un bon vernis de l'intelligence, quoi. Oui, c'est formidable. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Ouais. Pourquoi... Oui, avec un air très réfléchi, comme fait Fred, Voilà. là. Mais avant, vous avez dit quelque chose sur... On s'est tous interrogés sur, finalement, pourquoi se préparer? Oui. On se Pourquoi prépare... c'est utile? Non, mais on se prépare parce que, d'abord, ça évite de dire des bêtises. Un peu, pas toujours. Ensuite, parce que ça permet d'être à l'aise, et tout l'enjeu, il est là. Et qu'est-ce qu'on va préparer? C'est surtout le début, d'ailleurs, puisque Oui. c'est là où on a le plus peur. C'est de sauter dans la piscine. Les 2 premières phrases. Et puis, par ailleurs, je crois qu'il ne faut jamais oublier une chose qui est de l'ordre du bon sens, c'est que, finalement, l'imprévu, c'est la règle. On ne commence jamais une réunion à l'heure. Vous pouvez avoir un problème de micro, peut-être que ce machin-là va nous tomber dessus dans 5 secondes, ce qui veut dire qu'il vaut mieux commencer par des choses On importantes. ne l'espère pas. Non, mais tout peut arriver. Et en fait, dès lors qu'on sait que tout peut arriver, en étant préparé, on est prêt aussi à ce que l'accident arrive. Et il faut se préparer à l'accident, ça permet d'être assez détendu Mais quand l'accident survient. Amélie, juste parce que ça va faire écho à nos autres invités, il n'y a rien de plus agaçant que celui qui est éloquent en plaquant des espèces de messages tout faits, tout cuits, prêts à penser. Ouais, c'est pour ça Et qu'il faut... vous le voyez immédiatement. C'est pour ça qu'il faut en fait se préparer pour ne pas avoir l'air préparé. C'est bizarre, hein, mais il y a beaucoup de paradoxes. C'est Mais en exactement fait, ça. pour être naturel, il faut vachement se préparer. Et en même temps, le risque en étant trop préparé, c'est d'être artificiel. Et cet équilibre savant, qui est une sorte d'état de grâce, il tient au fait qu'on l'a tellement intégré. Les anciens, à la Renaissance, ils parlaient d'innutrition. J'ai ingéré mon texte, je l'ai fait moi. C'est comme Saint Jean qui mange le verbe. Donc vous mangez votre verbe, ce qui fait qu'à un moment, c'est votre peau. Je ne sais pas comment vous dire. C'est le prolongement de soi-même, Ce quoi. sont vos mots, Ouais. ce sont vos idées. C'est pas parfait, parce que c'est intéressant aussi quand c'est imparfait. On pourra vrai. y revenir. C'est vrai. Mais voilà, il y a des maladresses, mais au moins vous êtes juste. Et tout le défi, c'est la justesse, comme pour un comédien, comme pour un avocat. Et d'ailleurs, il y a plein de formes d'éloquence. Il y a l'éloquence sonore. Bon, on l'évoquait tout à l'heure. Hein, Et puis il y a des styles l'éloquence d'éloquence. subtile, qui parfois est assez basse, qui parfois est lors d'une conversation, qui peut être extrêmement fine. Donc l'éloquence n'existe pas. Il y a des éloquences, même si dans tous les cas, ça se travaille. Marc Pantaloni, vous vouliez Oui, intervenir c'est pouvoir dire sur le vachement. plaquage. Ouais. C'est pouvoir dire vachement dans un propos qui est naturellement élégant, par exemple. Je Ah, j'ai m'autorise. dit vachement. Ah oui, ça c'est une de mes erreurs, pardon. Ah, vous reprenez Amélie Blanquer en plateau. C'est tendu, hein. Là, ça se C'est tend, tendu. Eric. Oh là là, non, non, débat attendez. polémique, hein. Attendez, On est venu pour ça, essayons on est de venu retrouver pour faire notre le calme buzz. assez rapidement. Non, Ça quand- veut dire que je me détends. Ça, c'est plutôt pas mal. voilà, le débat est lancé. Fred, Complètement contre ce que vous dites. C'est lamentable. Non, justement, je voulais réagir sur ça parce que ça me faisait penser à quelque chose d'intelligent et c'est rare. et bien sûr, on vous Me écoute. concernant. On en Pardon. profite alors. Non, c'est qu'en fait, ça m'est arrivé lorsque je jouais mon spectacle seul en scène. Excellent Et- spectacle d'ailleurs. Merci Arnaud, c'est très gentil. Et en fait, au bout d'un moment, justement, en étant très libéré du texte et en étant très à l'aise, eh ben, j'ai découvert que le cerveau, on le savait, mais quand même, là, je l'ai vécu en direct plusieurs fois, est tellement fort que il n'y a plus de problème à se dire est-ce qu'on va savoir la suite. De toute façon, le il roule cerveau tout seul. connaît, roule tout seul. Et à tel point qu'on arrive, donc ça m'est arrivé au bout de, je sais pas, 40 représentations quand même, on arrive à avoir comme un temps suspendu si on devait arrêter le temps. Donc je suis en train de jouer mon spectacle et là je vois que tiens, il dort au deuxième rang là, le mec avec la chemise rouge. On arrive à se dissocier en fait. On est venu dormir alors comme ça pendant un spectacle. Bah, pourquoi Et ça pas, joue encore. Et en fait, voilà, pendant que je jouais. Et c'est fou. Et on peut même des fois parler à. Moi je travaillais avec une amie qui était en coulisses justement, qui avait qui faisait un petit rôle à la fin et qui avait aussi le texte si jamais j'avais un problème. Et en étant tellement à l'aise que je pouvais lui dire tiens, bah, t'as vu, voilà, par exemple, t'as vu le Ça téléphone c'est qui sonne. l'imprévu, c'est l'imprévu d'Amélie Ah, Blanquer. c'est incroyable. Voilà. C'est On arrive à l'imprévu. se libérer et avoir être deux en un. Quoi. Je vous dis, maître Pantaloni, parfois aussi, vous pensez à ce que vous allez manger le soir en faisant votre plaidoirie? Oui.
Uniquement Parce que quand c'est la il y a même des question. frites. Non, mais c'est Uniquement faux, quand il y a c'est des même- frites. Voilà, vous plaidez, et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, ce soir, je vais me faire une blanquette Non, de mais veau, c'est par très exemple. intéressant. Non, parce que ça prend du temps de faire une blanquette de veau. Non, je ne pense pas. Non, mais à ça, c'est-à-dire, vous êtes particulièrement totalement ça. concentré et focus, ou Non. vous pouvez vous dissocier, comme le dit Fred. Oui, bien sûr qu'on peut se dissocier. Heureusement qu'on se dissocie. D'abord, il faut prendre un peu de la distance par rapport à ce qui se passe. Si on est totalement dans le cercle, à ce moment-là, on ne voit plus rien, justement. Donc il faut se mettre un peu à l'écart et regarder ce qui se passe et être un peu le témoin de ce qui se passe. Il m'arrive d'accompagner des gens qui partent en garde à vue. Et lorsqu'on les prépare, on leur dit... vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur de ce qui vous arrive. Et donc, être le spectateur de ce qui vous arrive, c'est savoir se dire pourquoi on me pose cette question, qu'est-ce qu'on attend comme réponse. Si on est un peu comme un Colin Maillard, eh ben, alors à ce moment-là, on est très mauvais. Et donc, quand on est à l'audience, il ne faut pas être un Colin Maillard non plus. On n'est pas les yeux bandés. Donc, il faut assister au spectacle qui se déroule devant vous, tout en étant un acteur de ce spectacle. Mais ceux qui ont eu et qui ont enseigné, c'est le cas de Gérald, Amélie, vous avez enseigné, vous accompagnez aussi des jeunes sur des parcours, des concours d'éloquence, et je sais que ça vous tient très très à cœur. La France, on a toujours tendance à faire des classements, on se situe où, mais est-ce qu'on est bien situé, puisque on est quand même le pays de l'éloquence, de Molière, du théâtre. Est-ce qu'on est bien situé par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays anglo-saxons? J'ai le sentiment qu'il y a plus d'aisance dans les pays anglo-saxons qu'en France. On est plus à l'aise avec la parole. Parce que les modèles d'éducation sont faits ainsi. C'est-à-dire que j'ai vécu aux États-Unis. Quand on compare les grandes écoles, par exemple, d'ingénieurs en France aux États-Unis, il n'y a pas photo. Là, au niveau formation, sur le contenu, on est très au-dessus, la réalité. Alors, je parle, attention, En hard je parle, skill, en contenu. je parle des écoles au-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, malheureusement, notre enseignement dans les lycées, les collèges, etc., a chuté de façon assez importante. Mais aux États-Unis, depuis les plus petites classes jusqu'aux plus importantes, plus élevées, avec l'âge, ils apprennent à parler, ils apprennent à communiquer, ils apprennent aussi à travailler en groupe. Alors qu'en France, on a plutôt une tendance, comme dans tous les pays latins, on va dire, même occidentaux, je dirais, hein, on a une tendance à se concentrer sur l'intelligence pure, analytique, logico-mathématique. On veut de l'intelligence, et d'ailleurs on se concentre. C'est assez marrant parce que en France, on se concentre sur les meilleurs dans une classe, et les autres, il faut qu'ils suivent. Alors qu'aux États-Unis, on va se concentrer sur ceux qui ont du mal à suivre pour qu'ils rattrapent le wagon et que la classe soit homogène. Enfin, je m'autorise, vous êtes PDG d'une entreprise, on le voit chez les salariés, c'est-à-dire que celui qui a parfois de très bonnes idées, mais qui est un peu timide et qui est un peu réservé, globalement, le type a une idée, ou la personne a une idée, la femme a une idée, mais elle n'en parle pas. Enfin, c'est le même phénomène. Hein. Elle reste près du radiateur, elle dit, ils sont en train de dire une bêtise, mais on ne l'entendra pas. C'est terrible. Parce que c'est difficile de s'exprimer, en fait. Tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des moments, on a tous une forme de timidité en réalité. Hein. C'est vrai. Quand on dit, moi je suis plus ou moins importante, mais on a tous au départ, et donc il faut franchir des étapes. Ce qui nous amène à être moins timide, c'est simplement qu'on franchit des étapes et qu'on a la chance de pouvoir les franchir. Marc Pantaloni. Une audience, c'est des rapports de force aussi. C'est des perceptions qui sont différentes. Je pense à un dossier qu'on connaît tous les deux. Je veux dire, il y a des positionnements qui sont très différents des uns aux autres. Et donc, là-dessus, il y a des rapports de force qui vont devoir s'imposer. Ça change beaucoup de choses. Et bien sûr. Mais justement, ça se fait de différentes manières. Excusez-moi, c'est le rapport social. Alors, en l'occurrence, c'est pas le rapport social, mais c'est les rapports de farce qui vont s'installer face à l'avocat d'en face, qui évidemment va défendre l'inverse, et probablement une position diamétralement inverse de la vôtre. Et là, il y a un vrai débat. Il y a un rapport social, parce qu'on va le voir dans quelques instants, enfin dans quelques minutes, on a un sondage exclusif Kantar où on voit qu'il y a les femmes sont plus impactées par l'angoisse lorsqu'il faut prendre la parole. Et dans votre livre, et c'est un sujet sensible, je voulais juste ouvrir cette parenthèse, vous évoquez la relation des personnes handicapées avec l'éloquence et la prise de parole. C'est plus compliqué pour elles? Il y a quoi? Il y a une forme de plafond de verre, une forme de syndrome de l'imposteur? Comment vous le définissez? Alors, Comment c'est plus compliqué? Ça dépend de votre handicap, mais évidemment, si vous avez quelqu'un qui a des difficultés comme être bègue, c'est extrêmement compliqué. Après, si vous prenez par exemple quelqu'un comme Stanislas Neufchâteau, qui a fondé Doctolib, ce qui est intéressant, c'est qu'il racontait encore récemment sur un plateau de France Inter
qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir parler avec un journaliste, puisque 15 ans auparavant, il n'arrivait pas à demander une baguette à sa boulangère. Donc il y en a qui reviennent de loin. Quel chemin. Quel chemin? Et effectivement, il a beaucoup de mal à parler, mais il y a des tas de bègues dans l'histoire de l'éloquence. Oui. Démosthène était bègue, Biden est bègue, Bayrou est bègue, Stanislas Neuchâteau est bègue, il y a beaucoup de bègues. Donc ces gens-là Bec soigné, puisqu'il arrive font un aujourd'hui à... travail extraordinaire pour arriver à sortir une parole fluide. Ce qui rend ça d'autant plus admirable. J'ai consacré un chapitre sur le handicap parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Évidemment, nous avons tous des formes différentes de handicap, mais il y a des handicaps lourds. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est conscient de son handicap, on travaille. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils doivent travailler. Et ils pensent qu'ils n'ont aucun handicap. Et ceux-là sont en mauvaise posture. Donc la question, c'est qui est dans la pire posture? Jouvet avait un accent, une façon de parler très particulière. Et à un moment, il a perfectionné sa façon de dire. Et on a dit, arrête, fais du Jouvet. Ah non, parce que c'est ça qu'on aimait chez lui. C'est ça qu'on aime chez toi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi comment je peux utiliser ça, ou bien sûr, dire, bien sûr. je suis bègue, donc pour moi, c'est difficile. Et ça crée aussi une autre forme d'écoute. faire une force. Oui, exactement. On peut en faire une force. Et aussi trouver son style. Je m'autorise à aussi trouver son personnage. Exactement. On parlera avec Fred, mais... Exactement. Donc, il ne s'agit pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'avoir un handicap. La question n'est pas là, mais la question c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je l'utilise? et comment je l'utilise. Soit je l'utilise comme signature, soit je l'utilise en l'avouant, soit je l'utilise en travaillant, mais dans tous les cas, ça donne d'autres formes d'éloquence. Je travaille avec les cafés joyeux. Alors là, vous avez des gens qui sont atteints de trisomie, qui ont énormément de mal à s'exprimer. Mais il faut un travail extraordinaire pour pouvoir servir un café, parler à un client. C'est inouï. Et alors, eux, ils apprennent à ralentir, ils apprennent ce qu'on devrait tous apprendre, ils apprennent à ralentir, à articuler, chose qu'on devrait tous apprendre. Donc, c'est aussi un modèle très inspirant de travailler avec des personnes qui sont en difficulté. Et dont vous nous dites, le message, c'est le travail, la force mentale pour pouvoir surmonter son handicap et pour pouvoir atteindre l'objectif de créer sa boîte et ensuite de devenir le patron de Doctolib, puisque vous évoquiez... Et plus on commence jeune, mieux c'est. On parlait de l'art de l'éloquence en France, vous avez posé la question. Alors moi je trouve qu'il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est que ça progresse. J'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance de fonder le concours d'éloquence à HEC et avec Maître Perrier, et c'était intéressant parce que quand on a monté ça, c'était nouveau, mais c'était il y a 10 ans, donc ça commence à s'installer. Dans les grandes écoles aujourd'hui, que ce soit HEC, Sciences Po évidemment, Polytechnique, on apprend l'éloquence. Il y a le grand oral qui a été créé au lycée, qui est souvent des mairies extraordinaires. Quel grand saut pour les lycéens, Voilà. le grand O. Hein. Oui, et des mairies extraordinaires qui font des concours d'éloquence dès la seconde. Alors moi je trouve que l'idéal ce serait de commencer dès le primaire pour être comme les petits Américains élevés au biberon à dire viens en 3 minutes, tiens, lève-toi, vends-moi viens. ce verre Exact. ou parle-moi de ton rêve. Chose qu'on ne fait pas puisqu'on apprend nous à construire une pensée. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux outils, c'est-à-dire l'art finalement d'oser, l'art d'y aller, l'art de défendre une chose très simplement et l'art de construire une pensée. Je pense que quand on a ces deux cordes à son arc, Absolument. on est très bien équipé. Les deux faces qui ne forment qu'une seule pièce. Exactement, donc ça n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est utile d'avoir les deux. Gérald Kersenti, Juste pour- vos étudiants, parce que vous enseignez vous aussi, vous les Oui, avez oui. devant vous, vos étudiants. Non, mais je pense que heureusement ça progresse et puis on voit ça se développe un peu partout. Mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu quand je vivais aux États-Unis. J'avais été invité chez des amis américains. On était une trentaine de personnes et notre hôte dit à sa fille qui avait 13-14 ans et qui revenait d'un voyage en Russie, mais ça date un peu, et il lui dit raconte ton voyage. Et elle se lève. Et devant tout le monde, elle part exposé. dans un discours de 15 minutes pour nous expliquer ce qu'elle a. Ce n'était pas juste une description, c'était ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait appris. Et là, je la regardais, je me disais, waouh. Bon, je parle de ça, c'était une bonne vingtaine d'années. Mais donc c'est encore plus incroyable parce que depuis, la société a progressé. Donc, on peut se dire quand même que voilà, c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Il faut qu'on garde nos atouts, parce qu'en France, on a des atouts incroyables, mais il faut qu'on arrive à créer justement ces leaders de demain qui sauront inspirer. Parce que la communication, c'est l'art d'inspirer, en fait. Hein. Et à la fin du repas, elle vendait son livre de son voyage. Les Américains. Voilà. Donc, j'ai acheté son Et livre. dédicace, Voilà. dédicace, Et bien sûr, une Toujours dédicace comme à la ça. fin, ce qui est bien Toujours vendre normal. un truc, aux États-Unis. Normal. La différence en France, c'est qu'on disait aux enfants de Marc. se taire à table. Ouais, c'est vrai. Peut-être, Enfin, ça a ouais. changé ça depuis. Hein. Oui. C'est les enfants qui parlent à la place des parents et qui Parfois. allument sur la zapette pour mettre les programmes. Parfois. Vous le savez. Non, mais c'est Enfin, vrai que
comme tu disais, on se tutoie, On se maintenant tutoie, on est assez absolument, proches tous. absolument, absolument. C'est vrai que on aurait envie que ça existe dès le primaire, qu'il y ait une matière Ouais. comme ça, d'éloquence, d'expression orale, mais vraiment en Ouais. matière. Il nous reste quelques minutes. Je ne voulais pas vous piéger en vous demandant votre pire souvenir de prise de parole, parce que quand on est comédien, on a forcément des ratés, on a des rushs qu'on ne voit pas forcément. C'est quoi, Fred? Parce qu'on évoquait tout à l'heure, on est tous des timides, on a tous grimpé l'échelle avec notre énergie, nos envies pour faire ce qu'on est aujourd'hui. Il y a des souvenirs comme ça un peu terribles où vous dites, où tu t'es dit, terrible, quoi. Je suis passé à côté. Non, alors, à part des gaffes Ouais. à la machine à café, Ouais. genre des gens qu'on n'a pas vus depuis 3 mois. Ah bah je suis content pour toi, tu attends un heureux événement. Non. D'accord. Voilà. Ok. Donc, la personne Bon, avait juste grossi. Ouais. Voilà. Hein. Ouais. Donc ça, c'est des gaffes horribles Ouais. qui sont très drôles dans un film, mais dans la vraie vie, c'est pas marrant. Ouais. Alors qu'on a voulu. Ça, c'est de la politesse. Voilà, ça apprendra à être des fois trop poli, plutôt que de dire juste bonjour et ne pas s'occuper de la vie des gens. Mais sinon, non. Après, justement, je dirais l'échec ou on appelle ça un four ou un raté. Moi, ça reste des bons souvenirs, même si sur le moment, ça. Ouais, parce tu qu'en fait, le vis dans le présent. ça nous fait grandir, ça nous fait travailler, justement, s'améliorer, être peut-être, voilà, pas être trop intrusif, des fois, parce que pareil, moi, je pouvais être trop, peut-être à une époque, trop. Alors qu'il faut savoir se. Juste, tiens, avant de nous quitter, j'ai évoqué le mot présent. Est-ce que c'est pas un enjeu fort pour vous quatre, et même pour moi d'ailleurs, de vivre ces moments dans le présent, d'être le plus enraciné possible pour être finalement le plus percutant possible? Alors, tout à l'heure, Fred nous donnait le contre-exemple parce qu'il disait qu'il pouvait jouer finalement en roue libre tout en voyant ce personnage qui dormait sur scène, mais il faut quand même être très très enraciné, il faut quand même être dans son présent, non? Enfin, je me trompe ou pas? Comment tu le vis? Bah oui, moi, je dirais, si, Il faut oui, être il faut totalement à 100% dans le présent. profiter de l'instant présent, à fond, justement. Gérald, pareil? Oui, oui. Moi, j'ai un peu de mal. Par contre, quand je suis dans un événement, je me concentre vraiment sur l'événement et surtout sur le public. Donc, pas Parce possible. qu'en fait, Ouais. on parlait du silence, mais en fait, moi, j'ai tendance à dire que c'est écouter le public, même quand il ne parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, le public, même quand il est face à nous, ses réactions Il vit, hein. sont un langage. C'est un langage. Mm. Et donc, quand on essaye de communiquer, il faut être attentif à ça. Mais je crois que le maître mot, pour répondre à la question, c'est l'authenticité. Ce que les gens achètent, en fait, que ce soit dans un tribunal ou sur une scène ou dans un événement, c'est l'authenticité de la personne. Quand ils lisent, ils comprennent qu'il y a un alignement entre ce que la personne dit et ce qu'elle est, je pense que c'est quasiment gagné en communication. Vous ne m'avez pas donné vos gris-gris, juste vous avez des gris-gris, il y a quoi? Respiration, méditation, on va marcher en forêt, on va se concentrer, on va voir un ostéopathe, Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'on fait tous des choses avant de se préparer, on s'isole 5 minutes, on se concentre. C'est un peu tout ça. Hein. Ouais. Après, des fois, moi, En même temps, parce que c'est pas simple. Non, mais c'est plein de choses. C'est surtout être bien à l'instant T. Donc en étant. Donc se préparer en amont. Bon. Oui, mais ça peut être aussi tout simplement être juste heureux. Heureux qui peut être. Simple. Ça peut être choquant aujourd'hui de dire ça, hein, être heureux. Mais non, je rigole. Mais, D'accord. non, mais c'est vrai, c'est juste être bien, quoi. Bien dans sa peau à l'instant T. Ouais. Pour pouvoir ça- donner ensuite. Des gris-gris, des préparations, Non, mais, des c'est un point des très tisanes. C'est un point très important parce qu'en fait, quand on est détendu, ça rejoint l'authenticité, quand on est détendu, ça se sent, on crée une atmosphère. Alors que quand on est tendu, forcément, quand on est stressé, même dans On un renvoie. entretien en one-to-one, même quand on est avec une seule personne dans un bureau, si on est stressé, ça se sent. Dans une salle, les gens, ils sentent tout de suite si on... D'ailleurs, ça, c'est vrai que Ça là, passe. je parlais par rapport au théâtre. Par contre, sur un tournage de film ou série ou autre, là, c'est complètement différent parce que si quelque chose vous agace ou vous perturbe ou un environnement qui est peut-être très négatif, là, justement, au contraire, ce qui est intéressant, c'est de s'en servir Ouais. pour nourrir le personnage qu'on va jouer dans 3 minutes. Tout peut être bon. D'ailleurs, Là, il n'y a pas de... la règle n'est pas forcément d'être très bien. Si c'est Il faut si c'est l'utiliser. pas commode, il faut utiliser ça, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas. je n'ai pas précisé parce que je manque à tous mes devoirs. J'ai bien présenté, mais je n'ai pas dit qu'une série était en préparation au montage, sortie 2023. Oui, tout à fait. Ritus. Oui. Sur OCS. Et juste le pitch, parce qu'il fait un peu écho à ce qu'on se raconte sur la prise de parole. Là, c'est une série. Vous incarnez un C'est- méchant. Pas Oui. drôle. Oui, Drôle et pas drôle. Un personnage lambda, Stéphane Lambert, employé du mois, qui
et auditeur, qui écoute les gens pour savoir s'ils rigolent chez eux et envoyer, en l'occurrence, s'il y a du rire, une brigade d'ajusteurs pour... Les empêcher de rire. Bah oui, pour rééquilibrer ces gens qui rigolent, car c'est mal. Voilà, un monde, une dystopie dans laquelle le rire serait interdit. Et ce personnage que j'interprète va faire rire malgré lui une collègue de bureau, donc ce qui va mettre en danger toute sa famille, être repéré par les rebelles, la résistance qui vit dans les entresols, qui voit en lui l'élu. Voilà, alors après, se sont-ils trompés ou pas? Vous le saurez En regardant au Voilà. CS en Vont-ils- 2023. Voilà, exactement. Et le rire va-t-il revenir? C'est ça, est-ce que voilà. le rire va gagner? Mais c'est vrai que sous forme de comédie comme ça, dramatique, c'est très intéressant parce que ça pose plein de questions. Ça c'est intéressant, l'interdiction du rire. Vous dites qu'il faut préparer dès le plus jeune âge à la prise de parole et à l'éloquence pour le moins. J'ai vu que vous analysiez aussi les hommes politiques et certains disent mais attendez, ils sont très éloquents parce que d'abord ils se préparent, parce qu'ils ont des coachs, parce qu'ils ont... Et donc on frôle le sophisme, c'est-à-dire en fait un mensonge. C'est compliqué l'éloquence parce qu'on est toujours à la limite de... C'est sincère? Non, je vous vois... vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est un mensonge qui dit la vérité, l'éloquence. Oui, c'est le mentir vrai d'Aragon, quoi. C'est ça. Mais vous êtes d'accord? L'éloquence, c'est un mensonge qui dit la vérité? Enfin, c'est compliqué parce que les Français se disent mais il me parle vrai ou il me le dit si bien que j'ai envie d'y croire. Oui, c'est un peu... Mais travailler ne veut pas dire être artificiel. Donc, Non, et puis il y a des politiques qui sont très mauvais aussi, ils ne sont pas du tout éloquents. C'est vrai, ça je vous confirme. C'est tout ce qu'on tout simplement. Ouais. c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Effectivement, il faut travailler pour exprimer au mieux sa pensée, avoir le plus d'adhésion possible, qu'on soit comédien, qu'on soit professeur, qu'on soit avocat. Voilà, c'est ça. Donc être au plus juste et au plus près et dans une situation qui est une situation d'authenticité. Après, il y a aussi quand même une Fred, technique mot de la fin. moi que j'essaye d'utiliser dans ma vie courante. J'ai toujours été comme ça, mais après, je ne me suis pas forcé à l'être. C'est parfois, on peut être agacé par des choses, mais d'essayer de, autant que faire se peut, passer systématiquement par le rire, permet de... On Voilà, dédramatise, on de démine. dédramatiser les situations, ou en tout cas de mettre en exergue, en parallèle, Mais c'est l'art de la hauteur aussi, c'est Et prendre de ça, la c'est- distance avec soi. ça aide, et ça détend l'atmosphère. Et après, Oui, voilà. oui, je pense que le rire est une arme L'autodérision. formidable. Mais ça ne s'improvise pas. Là aussi, la petite blague du début que font les Américains, si on n'est pas Il faut bon, que ça soit écrit, bien soigné, tout et ça. c'est hyper préparé, parce Oui. que sinon ça Même fait l'effet plouf. inverse. Ça Ça peut peut faire être un effet terrible. catastrophique. Vous êtes d'accord? Vous aussi, c'est pareil ça pour un avocat. Ça se À paye l'audience, cash. ça hein. se pratique peu. Oui, oui. Oui. La La petite bounette phrase au drôle. début, Oui. c'est pas génial. Ça se pratique peu. Il y a eu des moments de tension absolue où vous vous êtes dit, je suis en train Là aussi, il y a ce débat un peu de la dissociation. Vous me dites, moi, je suis très concentré. Quand je plaide, je suis concentré. Mais vous sentez en fait que vous êtes en train de passer à côté, que c'est pas la bonne route et qu'il faut en changer. C'est exactement ce qui nous arrive parfois en plateau, ce qui nous arrive parfois dans la vie. Vous sentez que malgré l'éloquence, malgré votre technique, malgré tout ce que vous savez, ça passe pas. Écoutez, il vaut mieux se le dire tout le temps, ça. Oui, je suis Faut d'accord. Mais Il vaut mieux se le dire tout le temps. Oui. Ne jamais être sûr de soi. Voilà. Je veux dire, il y a Gérald pas- Kersenti, vous auriez le mot de la fin peut-être? Ah bah, sur ce sujet, j'ai un réflexe, épisode, je ne sais plus, 4 de notre podcast, Martin Luther King, son fameux discours « I have a dream Yes. ». C'est un discours qu'il commence pour le rendre très rationnel, et une amie qui est Maria Jackson. exactement, absolument, qui a inspiré Aretha Franklin plus tard, lui crie, lui dit mais parle-leur de ton rêve, Martin. Et c'est à ce moment-là où il bifurque Ouais. et il change son discours, qui est depuis rentré comme un des Ouais. plus grands discours de l'humanité. Et il rêvait d'en parler, il en parlait tout le temps. Et Tout le c'est temps. la seule fois où il s'est corseté. Et à ce moment-là, elle lui dit mais arrête de Arrête dire de faire n'importe ça. quoi. Et donc c'est elle Exactement. qui l'a senti à sa place. on va dire. Exactement. Exactement. Pour se quitter, Ouais. ça me fait vraiment penser à la petite phrase de François Mitterrand lorsqu'il fait ses vœux, ses derniers vœux, et qu'il glisse, vous savez, les forces de l'esprit, cette bataille de cette phrase qui est d'abord gommée par celle qui va écrire les discours, qui écrit les discours, puis Anne Lauvergeon repasse derrière, on remet la phrase, puis on la supprime, puis on la remet, pour que finalement, pour la postérité, François Mitterrand garde cette phrase et l'assume, créant d'ailleurs un mystère assez incroyable. D'ailleurs, Mitterrand, vous le trouviez charismatique, éloquent, avant de nous quitter? Il fait partie de ceux qui sont éloquents. Comment vous le regardez? Ah oui, je crois. Ouais. Hyper éloquent. Ouais, ouais. Hyper éloquent. Hyper éloquent, hyper Très charismatique. charismatique. Oui, mais il a énormément travaillé. Le Mitterrand de 74 est beaucoup Ouais, moins ouais. éloquent qu'en 81. Il et est même mauvais. Il est très mauvais. même mauvais. Et il Oui, a même, bossé à 67 ans. Alors ça peut être aussi un truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour travailler. C'est encourageant. Oui, Et pas très, d'âge pour progresser. très.
Merci à vous quatre. Merci à Émilie Blanquer d'être venue nous rendre visite. C'était passionnant. Votre livre, Votre parole vaut de l'or, édition Plomb. On voit ce livre, Les 25 règles pour convaincre. Merci à Marc Pantaloni, avocat pénaliste, mais pas seulement, avec vos secrets de prétoire. Merci à Fred. Fred Testo, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Ritus 2023 sur OCS. Attention, on a le droit de rire devant la série, par contre. Ah oui, par contre, oui. Il n'y a pas de gens qui viennent nous chercher. On est d'accord. Non, ça sera peut rigoler a priori, hein. A priori, il y a des gens qui m'ont frappé à la porte. Et on a un bon avocat pour nous protéger. Et Gérald Kersanti, merci d'être venu nous rendre visite. Gérald, bâtir son équipe, l'art de bâtir une équipe, choisir, former, inspirer, c'est chez Erol, c'est votre dernier livre et vous êtes le PDG d'SAP. Merci à vous quatre, l'émission se poursuit. On va vous présenter un sondage exclusif, alors qui est assez instructif, juste après ce court jingle. Voilà, retour en plateau pour justement, on l'avait annoncé, Cali dévoile un sondage exclusif pour réalisé par Kantar Public et j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale de Kantar Public, Laure Salvin. Bonjour Laure. Sondage passionnant avec plusieurs questions posées aux Français. Commençons par le début. Peut-être une tendance générale, on a quand même le sentiment que tout ce qui est prise de parole en public et formation de prise de parole en public, c'est quand même l'enfant pauvre de notre formation, je dirais initiale pour le moins. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment, justement, et certainement que l'éducation nationale non plus ne se pose pas suffisamment. Cette question de prise de parole en public. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Quand mon fils est entré en CP, très peu de temps. Tout le monde se confie sur ce plateau depuis ce soir. Hein. Mais c'est vous. J'ai dit que j'avais été timide. Voilà, c'est important. J'ai demandé à la maîtresse, est-ce que vous encouragez les élèves à prendre la parole? Est-ce qu'il y a des modules de prise de parole? Je ne sais pas trop comment expliquer ça, etc. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas votre question. En fait, alors je dis en fait, est-ce qu'ils vont prendre la parole, voilà. Oui, si je les interroge, oui, bien sûr, ils vont prendre la parole. Ouais, donc il y a aussi quand même un sujet au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la formation de nos enfants et de nos formations aussi. Et c'est vrai que quand on demande aux Français si c'est un sujet de stress, de peur, d'angoisse, etc., on voit effectivement, mais à une très très large majorité, et moi j'ai été étonnée par ces résultats, en effet. Surpris. Oui, parce que vous dites... Très souvent, quand vous justement commencez à prendre la parole en public en tant que professionnel, vous vous dites je suis nul, il n'y a que moi qui ai peur, il n'y a que moi qui ressens du stress. D'ailleurs, je m'autorise à dire que c'est un sujet un peu tabou, ces questions de prise de parole, parce qu'on ne sonde jamais les cœurs, et vous l'avez fait, et personne n'ose réellement, vraiment en parler publiquement en disant écoute, là j'ai une boule au ventre, j'ai pas dormi de la nuit. Personne n'en parle. C'est vrai. Hein. C'est vrai, et puis effectivement, c'est un peu la honte de dire oui, c'est ça. Alors qu'effectivement, on le voit dans le sondage qu'on a réalisé pour vous, 68% des Français nous disent oui, quand je prends la parole en public, c'est-à-dire devant plusieurs personnes, je peux ressentir de la peur et du stress. Et puis on a même 24% qui nous disent que c'est systématique, effectivement. Et je crois aussi que ça fait beaucoup de bien, notamment au grand public, quand un acteur, un humoriste, comme on l'a vu tout à l'heure, dit oui, moi aussi j'ai le trac et moi aussi j'ai des... Oui, c'est vrai. Ça démystifie. Exactement, c'est-à-dire que finalement on ne se sent pas seul face à son stress. Total 68%. Mais rentrons un peu dans le détail de ce sondage, parce que là on y voit quelque chose de très intéressant et j'aimerais bien avoir votre analyse de sondeuse. 76% pour les femmes et 58% pour les hommes. Ressentez-vous de la peur et du stress? Il y a presque 20 points d'écart dans la réponse des femmes. Alors, est-ce qu'il y a une censure de la part des hommes? Là, en l'occurrence, on extrapole. Ou est-ce qu'il y a une espèce d'angoisse des femmes, peut-être plus méticuleuses, voulant faire plus, mieux encore? Comment vous le regardez, ce chiffre? C'est vrai que c'est un chiffre qui pose question parce que... Comme vous dites, est-ce qu'il y a de la sous-déclaration de la part des hommes? Est-ce que les hommes n'ont pas tellement envie de dire... Alors, c'est un sondage auto-administré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquêteur entre l'interviewé et la question. Donc déjà, il y a un petit peu moins, comment dire, de crainte à répondre réellement. Mais quand même, on a seulement effectivement 58% des hommes qui nous disent qu'ils ont peur, alors que 76% des femmes, c'est massif. Alors pourquoi? Effectivement, il y a peut-être
ce côté bon élève des femmes qui veulent toujours être parfaites, toujours Faire mieux, toujours mieux. faire mieux, voilà, c'est ça. Et puis aussi, il y a, je pense, dans les cerveaux reptiliens peut-être des femmes, cette idée que les femmes elles sont là pour faire de la représentation, qu'elles sont pas forcément droit à la parole, sois belle et tais-toi. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que de la même façon que cette question de l'imposture, vous en parliez tout à l'heure dans le débat précédent, effectivement, c'est une vraie question. Est-ce que les hommes ont le sentiment, autant que les femmes, et ça c'est quelque chose qu'on mesure beaucoup chez les femmes et peu chez les hommes finalement, parfois d'être un imposteur, de ne pas être là où ils devraient être, etc. Et ça, c'est par des formations, notamment, que ce soit en groupe ou en individuel, qu'on arrive justement un petit peu à dépasser ce sentiment de il faut faire toujours mieux, il faut être la bonne élève, et puis aussi il faut C'est quelque intéressant, part, ce sujet il ouvre plein de portes parce que ça renvoie à la charge mentale, ça renvoie à ce que fait la femme dans sa vie professionnelle mais dans sa vie personnelle. C'est tous ces sujets-là finalement qui sont ouverts. Oui, et puis alors vous parliez tout à l'heure aussi des enfants effectivement qui n'avaient pas la parole à table. Ce qu'évoquait Marc Pantaloni. Tout à fait. Et Ça a changé un peu quand même. ça a diamétralement Nous sommes d'accord. changé. C'est la ça, maman sûr. qui parle et le papa qui parle. Oui, on est passé d'un extrême à l'autre. Mais d'un autre côté, le droit de vote des femmes est quand même assez récent. Récent. On considérait, il y a encore Le compte en quelques banque. dizaines d'années, voilà, que la femme n'avait pas forcément droit à la parole. Moi, je me souviens, alors je vais encore faire une confidence, que même mes parents considéraient que les filles, bon, c'est pas forcément la peine de travailler, elles pouvaient très bien se marier et voilà, et vivre une vie de femme au foyer très agréable, etc. Enfin, Vous êtes affranchie hein, évidemment parce que vous êtes directrice générale de Kantar. je suis affranchie, mais j'ai dû me battre, figurez-vous. Oui, pour pas effectivement considérer que ma place était plutôt à la maison. Laure, il y a ce niveau d'écart très fort entre les hommes et les femmes et les hommes. Et puis, il y a le ressenti du public. Alors, ce qui est très intéressant, et là aussi, il faut rentrer un peu dans le détail du sondage, c'est les totals de oui par âge. C'est-à-dire de ceux qui ont dit, bah oui, je suis stressé, mais quand on les répartit par âge, ça dit plein de choses. Les 18-24, c'est 83%. On parlait du grand taux tout à l'heure, et on en parlera dans cette troisième partie d'émission. 83, 25-34, pareil, 80, c'est énorme. Puis évidemment, plus on vieillit, il semblerait que on s'aguerrisse et que par la force de l'habitude et de l'entraînement, on ait moins peur. C'est comme ça que vous l'analysez ? Tout à fait. Je pense que c'est effectivement l'expérience, l'expérimentation aussi qui permet d'être beaucoup plus à l'aise dans ce domaine-là. J'imagine que vous l'avez ressenti quand vous avez animé vos premières émissions. Voilà. Je vous le confirme. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas les codes, quand on n'a pas compris forcément, et parce qu'on n'est pas habitué aussi, on n'est pas éduqué pour, quand on ne connaît pas les règles du jeu exactes de ce que signifie une prise de parole en public, eh bien on est plus inquiet. Alors que quand on commence à l'expérimenter, on voit que finalement ça peut ne pas si mal se passer. Oui, puis la formation, vous l'évoquiez, c'est quand même l'idée d'être Exactement. pouvoir accompagner, aider, rassurer. Moi, pour confidence, c'était ma première émission, c'était un télématin en télé, et je faisais un direct du salon de l'auto. J'ai dû dormir 1h30. Oui. J'ai répété 4h30 mon plateau devant la glace de la salle de bain, qui était mon formateur à l'époque, et qui était plutôt sympathique d'ailleurs. Donc c'est vous dire que la plupart de nous tous, finalement, on apprend sur le tas, et que si la formation au fil de l'école, dès la primaire d'ailleurs, parce qu'on évoquait la primaire, ça permettrait d'éviter. Quand même, on voit 77%, deuxième cycle, troisième cycle. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, parce La que pression est forte. La pression est forte, et notamment la pression est forte aussi chez les cadres, y compris les professions intermédiaires. Tous les gens qui vont avoir à un moment donné à effectivement s'exprimer, alors que ce soit en public, alors la télévision évidemment, mais ça peut être aussi, par exemple, auprès de ses collaborateurs. Moi, j'ai le souvenir d'un dirigeant d'entreprise qui me disait, avant de tenir une grosse réunion plénière avec tous mes collaborateurs, voilà, je stresse, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire pour me calmer, etc. Donc, il y a effectivement ce sentiment qu'on doit être forcément à la hauteur aussi parce qu'on a fait des études, parce qu'on a eu un apprentissage, alors même que cet apprentissage est complètement décalé souvent. Et là, vous faites le slide suivant et le lancement du slide suivant, les formations à la prise de parole. Alors ça, c'est très intéressant. Avez-vous eu pendant votre scolarité des formations de prise de parole en public qui vous ont été utiles ? Scolarité la plus large possible, compte tenu qu'on peut l'imaginer à partir du lycée, peut-être en première année de fac et d'université, encore que. Total, non, je ne m'en souviens pas. Je trouve ça intéressant d'avoir rajouté je ne m'en souviens pas. 75%. Alors pour les non, ils n'ont pas eu de formation, l'affaire est réglée.
en revanche, je ne m'en souviens pas, c'est-à-dire que potentiellement, ils ont eu une formation, mais elle a été tellement médiocre ou décalée par rapport aux attentes qu'ils ne s'en souviennent pas. C'est totalement incroyable, ce chiffre. Tout à fait. Et je pense que surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ils ont retenu qu'ils n'en avaient pas eu. Et c'est ça qui est assez énorme. 75% des Français nous disent je n'ai pas eu de formation utile qui m'ait été utile pendant ma scolarité. Et comme vous le répétez, scolarité, on parle vraiment effectivement de formation au sens large. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Et je pense que c'est ce qui fait que les Français ont peut-être moins confiance en eux aussi que des Anglo-Saxons, par exemple. Ouais, quand on les remet dans les sondages, la confiance générale des Français. Exactement. Le fait de rester un peu replié sur soi-même. C'est ça, d'être moins confiant dans l'avenir aussi, d'être moins... c'est aussi parce qu'on ne leur donne pas forcément confiance et qu'on ne leur dit pas aussi suffisamment, dans le cadre de leur scolarité aussi, ce que vous faites, c'est bien. C'est toute l'importance du feedback positif. C'est vrai, en Oui, c'est la management. maîtresse de votre fils qui vous dit, quand je l'interroge, il parle. Mais c'est pas Quand ça je que- l'interrogerai, il me parle- répondra. il me répondra. Voilà. Quand je Bah, l'aurai décidé. Non, il faut qu'il exactement. parle, évidemment. Et ça, c'est très important, je pense, dès le plus jeune âge. Dernier point, avant de nous quitter, Laure. Ça, c'est très intéressant parce que c'est le cône inversé. Et là, ça nécessite une petite explication de votre part. C'est-à-dire, on voit qu'il y a du stress. On voit qu'il n'y a pas d'accompagnement et pas de formation qui permet à ces étudiants de pouvoir être accompagnés. En revanche, la plupart disent, mais ça n'a pas été un handicap dans ma carrière. Alors, Ça, c'est très troublant. oui, mais... C'est notre alors, modèle français. Oui, alors j'ai envie de dire, il y a quand même 29% des Français qui nous disent Oui. ça a été un handicap dans le Un déroulement de ma tiers, carrière. je suis d'accord. C'est quand même énorme. Oui, vous le prenez dans l'autre sens. Oui, Ouais, juste ouais. ce sujet-là, la manière dont on s'exprime à C'est l'oral, vrai. peut être un handicap. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la carrière professionnelle, mais c'est aussi le cas dans la vie en général. Oui. On a posé dans la vie en général. Et pareil, on a à peu près 30%, 30%. voilà, c'est ça, qui nous disent que ça a été... Moi, je trouve ça énorme, en fait, que ce sujet-là de la prise de parole en public, un tiers des Français, qui considèrent effectivement que ça a été un réel handicap. À nouveau, vous parliez de handicap. Moi, je trouve ça très important. Ils sont bien d'accord que ce n'est pas la priorité, la préoccupation numéro un. Mais enfin bon, c'est quand même, vous voyez, moi je m'attendais à 10-15%. Non, oui. 30%, je trouve ça assez énorme. Un en fait. tiers, effectivement, de ceux qui disent finalement j'ai eu du mal à aller vers l'autre parce que j'avais peur d'aller rencontrer peut-être ma future femme et j'ai eu du mal à aller parler à mon manager parce que globalement j'étais incapable de le faire. Effectivement, Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est très douloureux. C'est extrêmement douloureux. Et puis en plus, je pense qu'on s'en veut à soi-même dans ce genre de situation-là. C'est-à-dire que je Mais n'ai bien pas sûr. réussi à dépasser C'est terrible. Ça se fait que je n'ai pas réussi à dépasser cette peur, ce stress, etc. Alors que je vois que tout le monde y arrive très facilement. Et moi, je suis restée bloquée. Et j'en souffre aujourd'hui. Merci Laure de nous avoir éclairé sur ce sondage réellement passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le benchmark de tous les sondages que vous faites, et sondages politiques et corporate évidemment, vous aviez déjà sondé les cœurs sur ces sujets. Absolument pas, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce Donc voilà. que justement, c'est une question que je me posais. Et donc, grâce à vous, j'ai la réponse. Et qui peut d'ailleurs nourrir les écoles, et j'ai même envie de dire le ministre de l'Éducation nationale. Parce Mais que j'ai c'est très envie de le faire passer au ministère de l'Éducation nationale parce Voilà. que je pense que c'est un sujet quand même, Écoutez, pour le coup, prioritaire. je viendrai avec vous au rendez-vous. Vous Parfait. m'autorisez? Très bien. Merci Laure d'être venue sur le plateau de cette émission spéciale, évidemment, pour le lancement de Cali. Troisième partie d'émission après ce jingle. Et puis, on se retrouve juste après, dans quelques secondes.
Retour en plateau, troisième et dernière partie de notre émission, parce que c'était intéressant d'avoir évidemment des personnalités du monde du spectacle, des personnalités publiques. Alors on va avoir aussi de très belles personnalités, mais on va essayer d'approfondir évidemment la stratégie Cali en quelques minutes pour essayer de découvrir et de rencontrer évidemment l'écosystème, comme on dit dans ce jargon. Et je vais vous présenter mes invités, ceux qui vont nous accompagner, ceux qui nous accompagnent et ceux qui sont associés. Je commence par un champion du monde, tiens, parce que c'est intéressant d'avoir un champion du monde sur un plateau, détendu. Nathan Bonnet, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes entrepreneur à la tête de Polymnia. On parlera avec vous évidemment de ce travail assez incroyable que vous avez fait pour conceptualiser puis réaliser techniquement un outil de diagnostic, et vous allez nous en parler dans quelques instants. Et je voulais signaler, je sais que vous allez nous en parler, que vous menez des missions très concrètes auprès de publics, j'allais dire, en difficulté, notamment les jeunes détenus. Et vous allez en prison à leur rencontre pour les préparer à la prise de parole, pour réussir leur sortie face au juge d'application des peines. Ah, c'est exactement ça. Nous, notre objectif chez Polymnia, c'était de travailler avec des institutions publiques pour aller là où il y avait le plus de difficultés, on va dire, à relier le dialogue par la prise de parole. Et après avoir travaillé donc avec beaucoup de mairies et l'éducation nationale, on en est venu du coup à faire beaucoup d'interventions en milieu carcéral. Et l'objectif du coup de ces interventions en milieu carcéral, c'est que les personnes détenues qu'on arrive à marquer prennent confiance en eux par la prise de parole, parce que c'est aussi peut-être ce qu'on n'a pas trop dit dans le premier plateau, c'est qu'on peut aussi aider beaucoup de gens à mieux se connaître et à mieux se découvrir s'ils sont capables même d'apprendre à s'exprimer et à se montrer ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes par leurs mots. On va y revenir, je vais présenter mes invités, mais en tout cas, absolument. c'est souvent un déclencheur. On allume la mèche pour les transformer en profondeur, et c'est ça qui est intéressant. Olivier de Lagarde, bonjour Olivier. Vous êtes le président du groupe Collège de Paris. Alors, je répète toujours 14 établissements d'enseignement supérieur, vrai ou pas vrai, je me trompe? Non, il y en a un peu plus maintenant. J'en étais sûr. Il y a 20 enseignes, ce qu'il faut retenir, c'est 14 000 étudiants, dont 80% en apprentissage, et 30 000 adultes dans les dispositifs de formation professionnelle, dont des demandeurs d'emploi. Et je vous ai entendu évidemment, et je vous ai vu écouter attentivement ce sondage, évidemment, sur la formation, sur la manière dont on peut accompagner les étudiants en général sur leur aisance, leur éloquence. On en parlera avec vous dans quelques instants. Ludovic Baumgartner, ravi de vous accueillir. Vous êtes, vous, à la tête de Atae, et vous allez nous accompagner dans le processus Cali. Alors c'est très intéressant parce que vous avez conceptualisé, de la même manière d'ailleurs que Nathan, et créé Atae, qui est un parcours. Comment vous le définiriez si vous deviez le pitcher? C'est un parcours. Alors bonsoir et félicitations et bravo, tous mes voeux pour le lancement de Cali. Atae, on a bâti un parcours pour créer, en fait, on a bâti un protocole d'ancrage d'habitude. On part du principe qu'on n'est pas ce qu'on sait, on est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait dans une journée, c'est une somme d'habitudes. Et si j'arrive à modifier mes habitudes, alors j'arrive à modifier mon quotidien et j'arrive à modifier ce que je deviens. Et c'est ça qui nous intéresse. J'ai trouvé l'exemple tout à l'heure de Fred passionnant en disant... Fred Testo. Ouais. Au bout de 40 représentations, à un moment, j'ai commencé à dissocier de mon cerveau. J'ai commencé en fait à avoir des pensées et en fait, mon corps, ma parole était en autopilote. Ça veut dire qu'à un moment, si j'arrive à ancrer des habitudes suffisamment profondes, je vais faire des choses inconsciemment. C'est ça qui nous intéresse. Ludovic, gardez-en un petit peu pour le débat. Je présente Germain Simon. Bonjour Germain. Associé de Cali. Cette histoire, on l'a commencé ensemble et c'est important que vous soyez là, évidemment. Et vous allez nous raconter votre parcours. Sportif de haut niveau, tennisman professionnel, préparateur mental. Et l'idée, c'était qu'il y avait deux faces d'une pièce. On l'associait pour en faire qu'une. La prise de parole, de la formation, ce que je fais depuis fort longtemps, et puis la préparation mentale, parce que ça relevait du débat que vous avez soulevé, Nathan. Permettre à ceux qu'on va accompagner de retrouver, au-delà de l'aisance, de la confiance et de la force. Est-ce que je résume bien? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'un mental, on en a tous un. Par contre, la manière dont on l'utilise, la manière dont on le connaît, la manière dont on le rencontre, peut être totalement différent en fonction de nos vécus, nos parcours, notre histoire personnelle. Et l'idée de Cali, c'est bien ça, c'est de dire que la parole, c'est aussi un outil qu'on utilise tout le temps. C'est aussi quelque chose qu'on a presque banalisé. Et en fait, ces deux choses sont les deux faces d'une même pièce, et elles travaillent ensemble, et elles se répondent en permanence. Donc Cali, c'est bien prendre soin à la fois de cet univers mental, et à la fois de ce qui aboutit derrière, une prise de parole en public, ou même, je dirais, une prise de parole intérieure au sens de la préparation mentale. Ludovic Baumgartner, c'est intéressant parce que je sais que vous avez une réflexion, et évidemment, Olivier de Lagarde va être sensible à ce qu'on va dire, mais
acheter des formations sur étagère, comme on dit, c'est le mot un peu utilisé pour faire une formation Excel ou je ne sais quoi. C'est pas du tout le concept de Cali. C'est pas en tout cas ce que nous portons. Parce qu'en fait, les soft skills n'ont rien à voir avec une formation où on apprend pendant 6 heures à appuyer sur un clavier. C'est plus subtil, c'est plus complexe. Et ça s'invente autrement. On est d'accord? C'est tout l'enjeu en fait de la mutation du marché de la formation. Aujourd'hui, les formations métiers, les plateformes, les process, les méthodes sont bien rodées, c'est mature et ça fonctionne très bien. Mais à un moment, en termes de soft skills, parce que c'est de ça dont on parle, on ne cherche pas à modifier des connaissances ou des compétences métiers. On est sur du savoir-être, on est sur du comportemental. Et on a compris qu'en fait, il fallait répéter, prendre conscience, modifier ses croyances. Et encore une fois, répéter. Et je prends l'image, effectivement, là, d'une formation qui va être proposée en 6 heures d'un seul coup. J'imagine que si j'ai une ordonnance d'un médecin qui me dit « Allez, il faut 2 semaines d'antibiotiques à raison d'un cachet le matin et le soir. » Et je prends tout le même jour, quoi. Et bien, si on dit prenez d'un seul coup les 10-12 cachets en une seule prise, ça passe pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce modèle, ce mode de distribution qui est utilisé dans les formations métiers. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les soft skills, en tout cas dans l'accompagnement de la prise de parole. C'est ce que vous dites. Exactement. Nathan Bonnet, revenons au début. Je donnerai la parole à Olivier Delagarde parce que je l'avais promis, je ne vais pas lui retirer. Mais l'idée de l'entrepreneur jeune que vous êtes, vous avez quel âge? 25 ans? Je viens de fêter mes 26, là, il y a un mois pile poil. Écoutez, je vous souhaite un bel anniversaire, Nathan. Votre idée, c'était de créer un outil de diagnostic parce que l'enjeu que nous portons dans Cali, c'est que la massification de la formation fait qu'on arrose très large, mais finalement, on n'arrive pas à être au plus près des besoins de celui qui va être formé. Et d'où parfois ce malentendu dans le sondage, vous avez vu, certains ne se souviennent même pas qu'ils ont eu une formation. C'est quand même incroyable. Ils ont reçu une formation, puis quand on leur demande, ils se disent « je m'en souviens pas ». Ça veut dire que ce qui a été offert ne correspondait pas aux besoins. Vous, le diagnostic, comment vous l'avez imaginé? C'est parce qu'en fait, je pense que les gens s'en souviennent pas aussi parce que c'est pas assez personnalisé. Et en fait, le vrai problème de la prise de parole, c'est que comme on est tous très différents et on a tous une manière d'apprendre qui est très différente, et la prise de parole peut réduire, en tout cas, les inégalités qui sont liées à tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en faire une intelligence artificielle. Parce qu'en fait, à force d'accompagner des classes entières ou même des amphithéâtres entiers sur des formations, je me suis rendu compte que quand même, à la fin, le niveau, il était quand même graduellement différent selon si les personnes avaient confiance en eux de manière naturelle ou non. Donc je me suis dit que le plus simple, c'était de faire un outil qui mettrait tout le monde à égalité et qui permettrait du coup à chacun de faire du coup des progrès sur les trois choses les plus importantes. Et c'est ce que on va mettre en place avec Cali. C'est donc d'améliorer la gestuelle de n'importe quel individu, c'est-à-dire son nombre de mains ouvertes, son nombre de mains fermées, son nombre de sourires, son nombre de regards fixes, mais aussi sa voix, les moments où on va assez vite, on va pas assez vite, et son fond surtout. Et tout ça, c'est possible quand on fait des petits groupes, mais pour avoir fait beaucoup de petits groupes, dès qu'on commence à faire du volume, c'est impossible. Olivier Delagarde, comment vous regardez ce qu'on dit? Parce que vous êtes un des acteurs majeurs de la formation et de l'alternance et de la formation continue. C'est un casse-tête. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui est totalement disruptif, vous en convenez? Oui, parce que en fait, c'est le casse-tête pédagogique, si vous voulez, ça a été bien résumé, c'est qu'on veut à la fois former à la prise de parole en public, qui est par définition une formation très intime. Vous l'avez pratiqué, c'est un truc où on est dans un rapport de 1 à 1 avec une personne. Parfois, il y a un rapport presque psychanalytique. Et on veut aussi former beaucoup de gens. On veut former des millions d'étudiants, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé de demandeurs d'emploi. Donc en fait, le casse-tête, il est là, il est comment on fait quelque chose qui est fait, qui doit être formé quasiment en cours particulier, comment on peut le déployer auprès d'un grand nombre de personnes. Et les éléments de réponse qui viennent d'être apportés, ça c'est complètement nouveau. De se dire avec les outils digitaux, avec des choses comme ce que fait Atae, avec des projets comme celui que porte Nathan, on va pouvoir diffuser ça de manière massive. Ça c'est une vraie innovation. La prépa mentale, parce que j'y reviens, elle est essentielle dans Cali. C'est quoi l'idée? C'est d'abord de préparer, et quand j'ai eu à accompagner avant de te rencontrer, j'avais quand même un gros travail en amont avec mes clients pour réfléchir à ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, quels étaient leurs nœuds, leurs angoisses, pour ensuite, qui était finalement ce que toi tu faisais, Germain, de ton côté. La préparation mentale, il y a 2 mots dedans, il y a mental et préparation. L'idée déjà, c'est de découvrir son mental. Je pense que pour apprendre, il faut se connaître. Pour mieux apprendre, en tout cas, il faut connaître comment on fonctionne, il faut connaître ce qu'est la concentration, l'attention, la gestion émotionnelle. Toutes ces choses-là qui vont avoir un impact. Nos émotions ont un impact énorme sur notre façon d'apprendre. Et on le voit, nos souvenirs, si on prend le temps de fermer les yeux et de se rappeler notre existence,
ce sont que des moments émotionnels avec des émotions fortes. Donc comment on génère ces émotions, comment on les contrôle, comment on en fait une force en fait. Donc ça c'est le mot mental déjà, la découverte. Et derrière il y a tout le volet préparation, qui là se rapproche plus d'un métier, de techniques, d'outils, de connaissances précises et scientifiques sur lesquelles on va s'appuyer. Et une fois qu'on met ces deux choses ensemble, on fait l'expérimentation et la connaissance en face, et bien, tout de suite l'apprentissage se fait mieux. Et la prise de parole, sans même toucher à la parole, on va déjà faire évoluer la parole des gens. Et si en plus derrière on implémente des techniques professionnelles de prise de parole, eh bien, je dirais que la formation est totale en fait. Un mot, parce qu'on touche du doigt le concept de Cali, et c'est intéressant qu'on l'aborde. Il nous reste quelques minutes et on va essayer d'y voir clair. C'est l'idée d'hybrider, parce qu'il y a aujourd'hui sur le marché beaucoup d'entreprises qui sont sur du 100% digital. Et on fait le pari de pouvoir, malgré tout, autant que faire se peut, parce qu'évidemment, quand on massifie, c'est compliqué, pouvoir avoir une hybridation, ou alors c'est du 100% digital, Ludovic? Ce qui a fait qu'on a été séduit par l'approche de Cali, c'est de mixer l'approche présentielle, qu'elle soit physique ou qu'elle soit avec du coaching en visio, puisque maintenant les gens sont éduqués en fait à ça, faire de la visio. Et puis ce parcours Grâce au digital, Covid, en effet, oui. Exactement. Et comme le dit Olivier, la partie la digitalisation nous permet de pouvoir scaler et donc déployer à grande échelle une connaissance. Avant, un mentor, c'était quelque chose qui était réservé à quelques individus et donc c'était assez injuste finalement. Alors qu'aujourd'hui, le digital nous permet de pouvoir démultiplier ce mentor auprès d'une population beaucoup plus large. Maintenant, ce qui est important, c'est que les plateformes digitales, on l'a dit, sont structurées et pensées pour dispenser de la connaissance métier. Et ça marche très bien pour la connaissance métier. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, et avec Cali, c'est de dispenser de la connaissance qui, elle, est comportementale. Donc en fait, avec Atae, on a repensé le parcours. On s'est dit, on va impliquer des neurosciences. Il y a un chiffre qui est important, c'est que 95% des gens qui suivent une formation en ligne ont déserté la formation au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne. Donc, et encore une fois, l'offre et la demande se croisent et ne se rencontrent pas. Et ce chiffre, il faut le croiser avec un autre, c'est qu'en termes de neurosciences, on sait qu'il faut 21 jours pour commencer à en créer une nouvelle habitude. Donc ça veut dire que mécaniquement, le mode de dispensation, la manière dont les formations sont dispensées aujourd'hui en ligne, ça ne marche pas. À un moment, on pourra toujours pousser de la connaissance, mais jamais on va réussir à en créer de nouvelles habitudes. Et c'est ça qu'on a bâti et on le met en œuvre avec Cali. Germain, c'est intéressant parce que on va prolonger ce que vient de dire Ludovic. Il y a une transformation professionnelle puisque face à nous et connecté derrière cette caméra, il y a des professionnels, il y a des DRH, il y a des décideurs. Mais c'est aussi, il faut quand même le dire, une manière de se réimplanter, d'être bien droit sur ses jambes dans sa vie globale. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la vie personnelle et de la vie professionnelle, c'est aussi la prépa mentale, l'occasion de retrouver son équilibre. Complètement, là, on est avec une matière humaine et c'est se rapprocher de l'humain, hein, c'est ce qu'on veut faire avec les outils digitaux et c'est tout l'enjeu de ce qu'on crée aujourd'hui, c'est ce qui le rend amusant et vivant et je pense que c'est même l'avenir, l'avenir va dans ce sens-là en fait, on va un peu mettre humaniser quelque part le digital pour qu'il y ait une réponse qui est quelque chose de l'ordre du progrès. Et après, ce que j'entends là aussi, c'est tout le potentiel de répétition et d'entraînement qu'offre le digital, que n'offre pas forcément le réel. Ça, c'est un outil magique. On peut le faire 10 fois, 20 fois. Complètement, ouais. On arrive dans des univers même maintenant métaverse, par exemple, dans lequel on pourra s'entraîner sur un plateau réellement, j'allais presque dire physiquement. Bah, ça, c'est une avancée. On peut même aller s'entraîner dans des situations plus extrêmes, finalement, que la réalité. Ça, c'est une vraie avancée sur laquelle on veut s'appuyer. Et, même si d'ailleurs l'économie du métaverse n'est pas stable, il suffit d'avoir vraiment vécu l'expérience métaverse, et je sais que Ludovic s'y est planché aussi. On est vraiment dans un studio de télévision, on est vraiment en 3D, on vit vraiment l'expérience, et c'est un outil qui est intéressant, alors qui dans son déploiement économique est un peu compliqué, parce qu'évidemment il faut déployer avec des casques de réalité virtuelle, enfin tout ça a encore un coût, mais tout ça risque de baisser, les coûts vont baisser je pense au fil des années. Juste Nathan, un mot avant de nous quitter, il y a le volet émotionnel, parce que on se challenge mutuellement, c'est intéressant. L'idée de Cali, c'est de pas de former non plus des clones où tout le monde se ressemble. On l'a évoqué tout à l'heure et Fred Testo l'évoquait. Quand c'est tendu sur le plateau, il utilise l'énergie négative et il joue avec. L'intérêt, c'est, moi je trouve, et c'est la passion de nos métiers, c'est de révéler les personnalités. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et c'est de s'appuyer surtout sur le langage que chaque individu utilise. On n'a pas tous la même manière de vouloir faire passer des émotions. Il y en a certains qui ont envie de faire passer des émotions, on va dire, avec plus de virulence, d'autres avec beaucoup d'émotions. Ça dépend. L'important, c'est surtout d'arriver à faire mieux avec le propre vocabulaire de la personne pour s'améliorer. Et ça, de toute manière, je pense que c'est le b.a.-ba de n'importe quel coach en prise de parole.
Et je suis certain, en tout cas, que vous serez une très belle image pour Cali. Et tout ce qu'il y a avec, et je vous remercie de l'invitation en tout cas. On est très touché, Nathan, de vos mots. Olivier de Lagarde, vous, dans vos réflexions pédagogiques, qu'est-ce que vous dites? Il faut faire un peu plus de place aux soft skills et au débat qu'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de parole, cette aisance, parce que mes étudiants, mes milliers d'étudiants, ils vont non seulement avoir besoin de connaissances, mais ils vont surtout avoir besoin d'aisance. Oui, ça c'est une certitude parce que on ne le dit pas assez, mais les soft skills en général et la prise de parole en particulier, c'est un très puissant accélérateur d'inégalité. On l'a vu un peu dans le sondage avec les difficultés que ressentent les femmes, mais on aurait pu faire les mêmes enquêtes avec les quartiers prioritaires de la ville. Et ça, on a un vrai levier auprès des alternants en particulier, qui viennent de milieux très divers. Il y a eu une expérimentation de Cali qui a été un vrai succès sur un public d'alternants. Et j'insiste peut-être sur un point, c'est qu'il y a aussi, donc il y a le volet digital dans l'innovation, mais il y a aussi l'aspect coaching mental, ce qui a été dit au début. Et je pense que la présence dans le concept de Cali, dans l'idée de Cali, d'un sportif de très haut niveau, ça dit beaucoup justement de ce qu'on peut apporter au plus grand nombre. C'est la même attention, le même effort, le même souci de la performance et de la progression que ce que peut espérer un sportif de haut niveau. En tout cas, je crois que c'est la promesse de Cali et voilà, c'est une belle aventure. Germain, mot de la fin, le sportif de haut niveau, le professeur d'université, le préparateur fin, mental. je ressens la pression du coup. La pression, mais vous l'avez tellement vécu sur le circuit de tennis que voilà. Non, mais oui, on parle de performance, on parle même de pouvoir aider, accompagner les gens à évoluer. Et je pense que c'est la richesse de notre métier et je m'y retrouve complètement là-dedans. Et le projet de prise de parole, pour moi, j'ai pu accompagner des athlètes, j'ai pu l'être. Tenir une raquette de tennis, ça passe par de l'entraînement, de l'apprentissage, mais à un moment, le volet mental intervient. Prendre la parole en public, ça passe par des outils, des techniques qu'on doit travailler, et à un moment, le mental intervient. Donc je pense que voilà, Cali est au croisement de toutes ces choses-là, à la fois très humain, à la fois digital, et à la fois prépa mentale, à la fois prise de parole. Voilà. Vous savez que je suis un homme heureux. Oui. Cali vient de naître, on vient de déployer ses ailes, on vient de faire une très très belle émission qui permet à la fois de prendre de la hauteur, mais aussi, je trouve, de structurer et de permettre à ceux qui nous ont regardés et qui étaient évidemment dans la salle de comprendre ce concept qui est un peu disruptif et un peu particulier, mais on y croit et on est persuadé qu'en associant la prépa mentale avec l'accompagnement de prise de parole, on fera des collaborateurs plus engagés, plus forts, des étudiants peut-être plus éloquents, peut-être plus sur deux, et qui permettront à tous ces jeunes de pouvoir trouver leur place dans la société sans peiner. Et je pense évidemment aux demandeurs d'emploi et à tous les seniors, et ils sont très nombreux, qui après s'être cassé la figure, ont parfois besoin d'un petit coup de manivelle, et Cali sera là aussi pour les remettre sur les rails, parce qu'on a besoin de retrouver la confiance. Merci à vous, merci Olivier de Lagarde, Collège de Paris, président du collège, merci à Nathan Bonnet, Polymnia, avec la passion de l'entrepreneur que tu es, merci à Ludovic de Baumgartner, Atae. On sera là, on va se voir beaucoup, hein, Ludovic. Là, on va passer notre vie ensemble maintenant. Et puis merci Germain d'ouvrir, on ouvre grand les bras. Exactement. Et on lance cette belle entreprise. Merci à vous, merci à tous ceux qui étaient dans la salle, merci aux équipes techniques, merci à ceux qui étaient ailleurs dans ce bâtiment parce que vous étiez nombreux. Et puis évidemment, nous sommes à votre disposition pour faire plus ample connaissance, comme on dit. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.